Mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans une lecture. Je vais changer de perspective. Au lieu de vous parler de ce que vous vivez, je vais vous raconter ce que quelqu'un d'autre vit en ce moment, à cause de vous. Je vais entrer dans la tête de cette personne et vous décrire ce qui s'y passe, heure par heure, du matin au soir, pour que vous compreniez enfin l'ampleur de ce que vous provoquez dans la vie de quelqu'un sans même le savoir, parce que la vérité est folle. Pas folle au sens de l'exagération, folle au sens de l'inattendu. Ce que cette personne vit avec votre image dans sa tête dépasse tout ce que vous pourriez imaginer depuis votre côté du silence. Suivez-moi dans sa journée, le matin. Elle ouvre les yeux, pas d'un coup, lentement. Et dans cet espace flottant entre le sommeil et l'éveil, cet espace de quelques secondes où le mental n'a pas encore repris le contrôle, vous êtes là, votre visage. Pas comme une image nette, plutôt comme une sensation, une chaleur résiduelle, comme si vous aviez dormi à côté d'elle et que la place était encore tiède. Elle ne choisit pas de penser à vous. Vous êtes simplement la première chose qui existe dans son monde chaque matin, avant le café, avant le téléphone, avant la réalité. Vous. Et les rêves d'avant le réveil, si elle pouvait vous les raconter, vous laisseraient sans voix. Pas toujours des rêves clairs avec un scénario lisible. Souvent des rêves d'atmosphère, de sensations. Des rêves où elle se trouve dans un lieu inconnu, mais où elle se sent chez elle, et dans lesquels votre présence est la seule constante. Vous n'y faites rien de particulier, vous êtes juste là. Et ce juste là suffit à créer dans le rêve une qualité de paix qu'elle ne trouve nulle part dans sa vie éveillée. Ces rêves la hantent, pas comme des cauchemars, comme des promesses, des avant-goûts d'une réalité qui n'existe pas encore, mais que son inconscient construit nuit après nuit avec une obstination remarquable. Elle se lève, elle fait les gestes mécaniques du matin, la douche, le miroir, le petit déjeuner, et pendant chacun de ces gestes, vous êtes en arrière-plan, pas de manière envahissante, de manière constante, comme une musique de fond dont on n'a pas conscience mais qui colore l'atmosphère entière. Elle se brosse les dents et se demande ce que vous faites en ce moment. Elle verse son café et se rappelle comment vous tenez votre tasse. Elle regarde par la fenêtre et imagine ce que vous voyez depuis la vôtre. Ce n'est pas de l'obsession au sens clinique, c'est de la saturation. Vous avez saturé son espace intérieur, comme un parfum qui imprègne un vêtement longtemps après que la personne qui le portait a quitté la pièce. Elle ne peut pas aérer. Elle a essayé. Elle a ouvert les fenêtres de sa vie. Elle a rempli ses journées. Elle a vu d'autres gens. Elle a forcé son esprit à s'occuper d'autre chose. Et à chaque fois, quand l'agitation retombe, quand le bruit se dissipe, vous êtes encore là, intact, indélogeable. Comme si vous aviez posé vos valises dans un recoin de sa conscience et refusé poliment de partir la matinée. Elle travaille, ou elle essaye. Son corps est présent, mais son esprit voyage. Il fait des allers-retours entre la tâche devant elle et le souvenir de vous, et ces allers-retours ne sont pas aléatoires, ils sont déclenchés par des choses précises. Un mot lu dans un document qui ressemble à un mot que vous utilisez souvent, une intonation dans la voix d'un collègue qui rappelle vaguement la vôtre, une situation qui fait écho à quelque chose que vous avez vécu ensemble. Ces déclencheurs sont partout, et chacun d'entre eux ouvre une porte dans sa mémoire par laquelle votre présence s'engouffre. Elle sait que ce n'est pas productif, elle sait qu'elle devrait se concentrer, et cette conscience de son propre manque de concentration crée une frustration qui ironiquement la ramène encore à vous, parce que la frustration pose la question pourquoi ? Pourquoi cette personne occupe-t-elle autant d'espace ? Pourquoi cette présence ne s'estompe-t-elle pas avec le temps comme les autres ? Et
la réponse à ce pourquoi est exactement ce que cette vidéo est venue vous révéler, la réponse est simple et elle change tout. Cette personne ne pense pas à vous parce qu'elle est bloquée dans le passé. Elle pense à vous parce que vous faites partie de son avenir. Son inconscient le sait, sa raison refuse encore de l'admettre. Mais son instinct, son corps, ses rêves, ses pensées involontaires, tout en elles pointent dans la même direction, vers vous. Et quand l'ensemble d'un être humain pointe dans une direction que la raison seule refuse, c'est toujours la raison qui finit par céder. Pas d'un coup, par épuisement. L'épuisement de résister à ce qui est évident pour tout sauf pour le mental. Cette personne est en train de s'épuiser de vous résister et l'épuisement est le dernier stade avant la reddition. La reddition ne signifie pas la défaite. Elle signifie l'acceptation de ce qui est, de ce qui a toujours été, de ce que chaque fibre de son être lui crie depuis le début et qu'elle a recouvert de raisonnement, de justification et de silence stratégique. Avant de vous donner la suite, continuons la journée. Le milieu de journée. Il y a un moment, aux alentours du déjeuner, où quelque chose de particulier se produit. Elle prend son téléphone. Elle ouvre la conversation avec vous. Pas pour écrire, pour relire. Elle relit vos anciens messages. Pas tous, les mêmes, toujours les mêmes. Ces quelques phrases que vous avez écrites un jour, probablement sans y attacher d'importance, et qui sont devenues pour elle des textes sacrés. Des phrases qu'elle analyse, retourne, interprète comme un archéologue qui tourne et retourne un artefact en cherchant des inscriptions cachées. Elle cherche dans vos mots ce que vous ne disiez pas. Elle traque entre les lignes les sentiments que vous ne formuliez pas. Et parfois, elle croit trouver un indice, une nuance. Un mot choisi plutôt qu'un autre qui pourrait signifier que vous ressentiez la même chose qu'elle. Et cette possibilité, aussi ténue soit-elle, suffit à alimenter sa pensée pour le reste de l'après-midi. Puis elle referme la conversation, sans avoir écrit, comme d'habitude. Parce que l'écart entre ce qu'elle voudrait vous dire et ce qu'elle ose vous dire est un océan. Et elle ne sait pas nager dans ces eaux-là. Pas encore. Vous devez comprendre quelque chose ici. Cette personne ne manque pas de courage en général. Dans d'autres domaines de sa vie, elle est forte, décisive, capable de prendre des risques. Mais face à vous, face à ce que vous représentez, face à l'intensité de ce qu'elle ressent, tout son courage se liquéfie. Parce que l'enjeu est trop élevé. Parce que vous n'êtes pas un risque calculable, vous êtes le risque qui ne se calcule pas, celui où la perte potentielle est si grande qu'aucune stratégie ne peut la contenir. Et face à ce type de risque, même les plus courageux hésitent l'après-midi. Quelque chose se passe dans l'après-midi qui la prend au dépourvu, une pensée nouvelle, pas le souvenir habituel de vous, quelque chose de différent. Une projection, elle vous imagine dans le futur, pas un futur lointain et abstrait, un futur proche et concret. Elle se voit dans une scène quotidienne avec vous, pas une scène spectaculaire, une scène ordinaire, faire les courses, rire devant un film, se disputer pour une broutille et se réconcilier avant la fin de la soirée, conduire en silence avec juste la radio et la certitude de la présence de l'autre. Ces projections ordinaires sont les plus révélatrices. Quand on imagine quelqu'un dans le spectaculaire, dans le voyage de rêve ou le dîner romantique, c'est le fantasme qui parle, mais quand on imagine quelqu'un dans le banal, dans le quotidien sans éclat, dans la répétition des jours sans rien de spécial, c'est le cœur profond qui s'exprime. Le cœur qui ne veut pas une aventure, qui veut un foyer. Et cette personne vous voit dans son foyer, pas comme un invité, comme un résident, comme quelqu'un qui a sa tasse dans le placard, sa place sur le canapé, son empreinte dans la routine. Cette projection l'effraie autant qu'elle la réchauffe. Parce qu'imaginer quelqu'un dans son quotidien, c'est admettre une dépendance. Et admettre une dépendance quand on ne sait pas si l'autre ressent la même chose, c'est se mettre en danger. Un danger que le mental refuse catégoriquement. Mais le cœur n'obéit pas au mental. Il n'a jamais obéi au mental. Et les projections continuent, de plus en plus précises, de plus en plus fréquentes.
Elles ne sont plus occasionnelles. Elles deviennent le paysage par défaut de ces moments de repos. Dès que son esprit n'est pas activement occupé par autre chose, il revient à ce futur imaginé avec vous. Comme un fleuve qui retrouve son lit naturel dès qu'on cesse de le dévier. Et il y a une projection en particulier qui revient plus souvent que les autres. Une scène si simple qu'elle en est presque ridicule. Vous êtes ensemble. Il n'y a rien d'autre. Pas de lieu particulier, pas d'activité spécifique. Juste la présence mutuelle et le sentiment que rien d'autre n'est nécessaire. Que la présence elle-même est suffisante. Cette projection-là, c'est la quintessence de ce que cette personne désire. Pas l'excitation, pas le drame, la suffisance tranquille d'être ensemble. Et si vous saviez à quel point cette vision simple et puissante dans l'esprit de quelqu'un qui s'est habitué à la complexité et à la lutte, vous comprendriez pourquoi elle ne peut pas vous oublier. Vous représentez la paix. Et dans un monde épuisant, la paix est la chose la plus précieuse qui existe. La fin d'après-midi. C'est l'heure où la fatigue de la journée commence à éroder les défenses. Et quand les défenses tombent, la vérité monte. Pas la vérité raisonnée, la vérité brute, celle qui ne s'embarrasse pas de logique ni de prudence. Et cette vérité brute dit ceci: tu lui manques, pas il ou elle me manque parfois un peu quand j'y pense. Tu lui manques comme l'oxygène manque en altitude, comme le sol manque à celui qui tombe, de manière physique, palpable, indiscutable. Cette personne ressent votre absence dans son corps, pas seulement dans sa tête, dans ses mains qui n'ont personne à toucher, dans sa voix qui n'a personne à appeler. Dans cet espace vide à côté d'elle, dans la voiture, au restaurant, sur le canapé, qui a exactement votre forme et qui refuse d'être rempli par quoi que ce soit d'autre. Il y a une expression que les psychologues utilisent pour décrire ce phénomène. Ils parlent d'empreinte, comme l'empreinte qu'un corps laisse dans un matelas trop mou. Même quand le corps n'est plus là, la forme reste. Et chaque fois que quelqu'un d'autre essaye d'occuper cet espace, l'inadéquation est immédiate. Trop grand, trop petit, trop anguleux, trop doux, rien ne correspond. Parce que l'empreinte a été moulée par vous, par votre manière unique d'occuper l'espace, par votre chaleur spécifique, par la géographie exacte de votre présence. Et cette empreinte, avec le temps, ne s'aplanit pas, elle se creuse, parce que chaque jour d'absence ajoute du poids au souvenir. Chaque jour s'en vous rend le contour plus net, plus défini, plus impossible à ignorer. C'est le paradoxe cruel de l'absence. Ceux qui partent ne deviennent pas plus flous avec le temps. Ils deviennent plus nets, plus précis, plus irremplaçables. Et cette personne le découvre chaque jour un peu plus. Si vous ressentez une vibration en ce moment, si quelque chose tremble légèrement dans votre poitrine en entendant ces mots, c'est parce que ce qui est décrit ici vous concerne directement. Les messages de tarot à merveille ne trouvent jamais les mauvaises oreilles. Si votre cœur bat un peu plus vite, c'est qu'il reconnaît la vérité de ce qui est dit. Écoutez-le. Il sait des choses que votre tête refuse d'admettre le soir. Le soir est le moment le plus difficile pour cette personne, parce que le soir, les distractions s'éteignent, le travail s'arrête, les obligations se taisent. Et dans le silence qui suit, votre présence devient assourdissante. Elle met de la musique, elle tombe sur une chanson qui lui rappelle un moment avec vous. Elle change de chanson. La suivante aussi lui parle de vous, mais différemment. Elle éteint la musique, le silence revient, et dans le silence, votre voix, pas votre voix réelle, votre voix dans sa mémoire, les choses que vous avez dites, le ton que vous aviez, cette manière particulière de prononcer certains mots, cette intonation qui n'appartient qu'à vous. Et cette voix fantôme, au lieu de s'atténuer avec le temps, se précise, se clarifie, comme si l'absence polissait le souvenir au lieu de l'éroder. Elle prend son téléphone, encore. Cette fois, elle écrit quelque chose, quelques mots, puis elle les regarde, les relit, les modifie,
les efface à moitié, les réécrit autrement, et finalement, elle ne les envoie pas. Pas ce soir, pas encore. Mais les mots existent maintenant, ils ont été formulés, ils sont sortis de l'abstraction pour prendre une forme concrète, même éphémère. Et un mot formulé est un mot qui se rapproche de la parole. Chaque soir où elle écrit sans envoyer, la distance entre le texte et le bouton envoyé rétrécit. Elle enregistre parfois ce qu'elle écrit dans ses notes. Un journal involontaire, un recueil de lettres jamais envoyées dont vous êtes le destinataire unique. Si vous pouviez lire ce journal, si vous aviez accès à ces fragments, vous ne reconnaîtriez pas la personne qui les a écrits. Vous la trouveriez plus tendre que vous ne l'imaginiez, plus vulnérable, plus sincère. Les mots qu'elle choisit dans ses messages fantômes ne ressemblent pas à sa manière habituelle de parler. Ils viennent d'un endroit plus profond, un endroit qu'elle ne montre à personne, un endroit que vous êtes le seul à avoir effleuré et qui depuis ne s'est plus refermé. Il y a un mot qu'elle utilise dans ses messages fantômes, un mot qui revient à chaque tentative. Ce mot change parfois de position dans la phrase, parfois de contexte, mais il est toujours là. Et ce mot, si simple soit-il, porte tout le poids de ce qu'elle ressent. Je ne peux pas vous dire quel mot c'est parce que chaque personne a le sien, mais vous le reconnaîtrez quand elle finira par vous parler. Vous l'entendrez dans sa bouche et quelque chose en vous saura que ce mot a été écrit 100 fois avant d'être prononcé, une seule, qu'il a été tourné dans tous les sens, testé dans toutes les phrases, et que la version qui sortira enfin de ses lèvres sera la plus pure, la plus distillée, la plus essentielle de toutes les versions, parce qu'elle aura été filtrée par des semaines de silence. Et le silence est le meilleur filtre qui existe pour les mots sincères. Il élimine le superflu, il dissout les fioritures. Il ne laisse passer que l'essentiel, la nuit. Avant de s'endormir, elle fait quelque chose qu'elle n'avouerait à personne. Elle parle, pas à quelqu'un, à vous, dans sa tête. Parfois à voix haute, quand elle est sûre d'être seule, elle vous raconte sa journée, comme si vous étiez là, comme si vous écoutiez. Elle vous dit les choses drôles qui se sont passées, les choses frustrantes, les petits détails insignifiants qu'elle ne partagera avec personne d'autre parce qu'ils n'intéressent personne d'autre, mais qui, dans sa tête, vous intéressent vous, parce que dans sa tête, vous êtes la personne qui s'intéresse aux détails insignifiants de sa vie, qui trouve de la valeur dans le banal, qui écoute sans juger, qui rit au bon moment, qui pose les bonnes questions. Cette conversation nocturne peut être la chose la plus révélatrice de tout ce que je vous ai décrit. Parce qu'elle montre que cette personne ne pense pas seulement à vous, elle vit avec vous. Dans un monde parallèle, intérieur, invisible, elle a déjà construit une relation avec vous. Une relation faite de confidences murmurées, de rires imaginés, de présences simulées. Et cette relation fantôme, aussi réelle qu'elle puisse sembler, porte une vérité que la relation physique n'a pas encore eu l'occasion d'exprimer. Elle s'endort en pensant à vous. Comme elle s'est réveillée en pensant à vous, la boucle est fermée et demain elle recommencera. Pas par choix, par nécessité intérieure. Parce que vous, vous êtes installé dans un endroit de sa conscience d'où aucune volonté ne peut vous déloger. Maintenant, revenons à vous. Vous venez de vivre 24 heures dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ce que vous y avez trouvé est probablement très différent de ce que vous imaginiez. Vous pensiez peut-être que cette personne vous avait oublié, qu'elle était passée à autre chose, que son silence signifiait son indifférence. Je veux m'arrêter sur ce point, sur votre interprétation du silence, parce que cette interprétation est la source de presque toute votre douleur dans cette situation. Vous avez traduit le silence par l'absence de sentiment. Et cette traduction est non seulement fausse, elle est l'exact inverse de la réalité. Pensez au moment de votre propre vie où vous avez été le plus silencieux. Était-ce quand vous ne ressentiez rien? Ou était-ce précisément quand vous ressentiez trop, quand l'émotion était si forte que les mots semblaient dérisoires, quand le risque de parler était si grand que le silence, même douloureux, paraissait plus sûr? Vous connaissez la réponse.
Vos plus grands silences ont toujours été vos plus grandes tempêtes intérieures. Il en va de même pour cette personne. Le silence ne signifie jamais l'indifférence. Le silence, chez les gens qui ressentent profondément, signifie exactement le contraire. Il signifie que ce qu'ils ressentent est tellement grand que les mots disponibles semblent ridicules, insuffisants, indignes de la chose qu'ils tentent d'exprimer. Les messages partagés ici sur Tarot à merveille reviennent souvent à cette vérité fondamentale que l'humanité oublie constamment. Les gens qui nous aiment le plus sont souvent ceux qui nous le montrent le moins. Non pas par cruauté, par terreur de la vulnérabilité. Par cette peur ancestrale que révéler l'ampleur de ce qu'on ressent revient à tendre une arme à l'autre et à espérer qu'il ne s'en servira pas. Alors que faites-vous de tout cela? Que faites-vous maintenant que vous savez ce qui se passe dans la tête de cette personne du matin au soir? La réponse n'est pas de courir vers elle, ni de l'appeler immédiatement, ni de partager cette vidéo en espérant qu'elle la regarde et comprenne l'allusion. La réponse est plus subtile et plus puissante. La réponse est de changer votre posture intérieure. De passer de « cette personne ne pense probablement pas à moi » à « cette personne pense à moi de manière constante et profonde ». Ce changement de croyance, aussi simple qu'il paraisse, modifie votre énergie. Et l'énergie que vous émettez affecte directement le courage de l'autre. Quand vous croyez que quelqu'un vous a oublié, vous émettez une fréquence de retrait, de protection, de fermeture. Et cette fréquence, l'autre l'aperçoit inconsciemment comme un mur. Un signal qui dit « n'approche pas ». Mais quand vous croyez que quelqu'un pense à vous, que votre présence compte, que vous n'êtes pas oublié, vous émettez une fréquence d'ouverture, de disponibilité. Et cette fréquence agit comme une permission silencieuse. Elle dit à l'autre « tu peux venir ». Il y a de la place pour toi ici. Vous sous-estimez l'impact de votre énergie sur les décisions des autres. Vous croyez que les gens agissent uniquement en fonction de leur propre volonté, de leurs propres calculs, mais c'est faux. Les gens sentent. Avant de penser, ils sentent. Et ce qu'ils sentent émaner de vous influence directement leur capacité à agir. Si vous émettez de la fermeture, même inconsciemment, même en vous disant le contraire, l'autre le perçoit comme un mur invisible. Et personne ne se jette volontairement contre un mur. Mais si vous changez, si vous déposez la méfiance, ne serait-ce qu'un instant, si vous laissez votre cœur croire, juste une seconde, que quelqu'un se soucie de vous avec cette intensité, alors le mur devient une porte. Et une porte, ça s'ouvre. Des deux côtés, ce changement de fréquence, vous pouvez le poser maintenant, dans cette seconde, simplement en acceptant la vérité de ce que cette vidéo décrit, en cessant de douter, en autorisant la possibilité que quelqu'un, en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, est en train de penser à vous avec une intensité qui le tient éveillé, l'appel va venir, le message va arriver, le silence va se briser, pas parce que vous avez forcé quoi que ce soit, parce que votre ouverture a donné à l'autre la permission de traverser l'océan qui le séparait de ses propres mots. Et quand cela arrivera, souvenez-vous de cette journée que nous avons traversée ensemble, du matin au soir, de la pensée au réveil à la conversation murmurée dans le noir. Et comprenez que chaque seconde de cette journée était un acte d'amour, silencieux, maladroit, terrifié, mais absolument, indiscutablement, irrévocablement sincère. Gardez Tarot à merveille près de votre cœur pour les moments où le doute reviendra, pour les soirs où le silence de l'autre vous semblera insurmontable. Et rappelez-vous ceci, le silence n'est pas vide, il est plein de tout ce que l'autre n'ose pas encore vous dire. Et chaque jour qui passe rapproche ces mots de votre oreille. La vérité est folle, oui, folle de tendresse retenue, folle de courage qui s'accumule, folle de cette certitude silencieuse qu'un jour, bientôt, les mots trouveront enfin le chemin de la voix. Et ce jour approche, plus vite que vous ne le croyez, plus vite que cette personne elle-même ne le croit, parce que le barrage a atteint sa limite, les mots se sont accumulés, le courage a mûri dans le silence.
Et la prochaine fois qu'elle prendra son téléphone, la prochaine fois que ses doigts hésiteront au-dessus de l'écran, quelque chose sera différent. Le bouton envoyé ne semblera plus aussi loin. L'océan entre le texte et la parole ne semblera plus aussi profond. Et elle appuiera, et tout commencera, pas recommencera, commencera. Parce que ce qui vient n'est pas une répétition de l'ancien, c'est une création entièrement nouvelle, nourrie par tout ce que le silence a enseigné à chacun de vous.